Charlotte, déjà, je pense que c'est un petit peu plus clair en résumé. Il faut déjà avoir des problèmes de fertilité ou présenter un risque de transmission d'une maladie grave à l'enfant. Il faut être aussi évidemment en âge de procréer et être, c'est important, en couple homme-femme pour l'instant. Et pour répondre à toutes les autres questions que vous vous posez sans doute autour de la PMA, procréation médicalement assistée, nous avons donc le plaisir d'être en compagnie du professeur Bruno Salle, donc je le rappelle, chef du service de médecine et de biologie de la reproduction à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants. C'est aux Hospices civils de Lyon. Professeur Salle, merci d'être avec nous. Merci à vous. La procréation médicalement assistée, c'est combien de naissances chaque année dans notre pays? Très peu par rapport au nombre de naissances, 25 000, pas plus, et dont 5% sont obtenus par don de gamètes, don d'ovocytes, don de spermatozoïdes ou accueil embryonnaire, puisque en France, l'accueil embryonnaire est autorisé. Le double don est interdit en France actuellement sur le territoire. La PMA, c'est soit l'insémination artificielle, soit la fécondation in vitro. Comment se fait le choix entre les deux? Alors, la PMA, c'est la manipulation des gamètes, qui est couverte par la loi de bioéthique de 1994. Et ça dépend des dossiers, c'est-à-dire lorsqu'il y a des infertilités, on va dire, minimes, ou des infertilités cervicales, ce sont des indications d'insémination intra-utérine. Mais par contre, quand les trompes sont bouchées, c'est-à-dire qu'il y a une impossibilité de rencontre entre le gamète masculin et le gamète féminin, c'est une indication de fécondation in vitro. Et c'était la première naissance par fécondation in vitro, c'était l'indication typique d'une femme qui n'avait pas de trompe. Et puis maintenant, il y a une immense indication qui est même la plus importante, c'est l'infertilité masculine, avec ces techniques de micro-injection où on va directement pousser le spermatozoïde dans l'ovocyte, qui permet d'obtenir des embryons et des grossesses. Et c'est pratiquement 60 à 70% des indications actuellement dans le monde occidental des fécondations in vitro. Oui, le taux d'infertilité masculine qui augmente d'ailleurs, dit-on? Il est dit augmenté, oui, mais ça c'est difficile d'avoir des chiffres. Ouais. Alors les taux de réussite sont, semble-t-il, moins bons que le processus, on va dire, naturel, d'après nos informations, 15 à 22% de réussite. Comment est-ce que ça s'explique et comment est-ce qu'il y a un moyen de faire des progrès? Alors c'est pas tout à fait vrai. Le taux moyen de réussite en fécondation in vitro en France, c'est à peu près 35% par tentative. Par contre, si on s'adresse au taux de naissance par une technique de fécondation in vitro, c'est 20% de naissance. Oui. Donc on va perdre 10 à 15 points de grossesse. Ouais. Mais en fait, comment nous arrivons à des résultats au-dessus de la fertilité naturelle, parce que la fertilité naturelle dans l'espèce humaine, c'est 25% de grossesse par cycle à 25 ans. Donc on a des résultats au-dessus de la... Et après, essentiellement parce qu'on trie les couples. Alors à partir de 40 ans, c'est plutôt la catastrophe, hein, c'est-à-dire c'est pour ça que... Merci d'être venu, vraiment, je suis ravie. Mais non, mais parce que si on ne rembourse pas en France la fécondation in vitro et la PMA passé les 43 ans de la femme, c'est parce que les résultats ne sont pas bons. Et c'est-à-dire que le taux de naissance à cet âge-là est à peu près 2 à 3%. Oui, alors on ne rembourse pas parce que c'est très cher. Oui. Oui, une tentative de fécondation in vitro coûte à peu près entre 10 et 15 000 euros. Ouais. Il faut combien de tentatives en règle générale? Alors, pour la un moyenne résultat française, c'est 2,2 tentatives pour obtenir une grossesse. Et pour obtenir une naissance, on est plus près de 3 en fait. Bon. La médecine fait des progrès immenses en termes de PMA aussi. Quelles sont les nouvelles techniques ou les pratiques qui permettraient d'augmenter justement le nombre de réussites? Alors, malheureusement, là aussi, les résultats stagnent depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire qu'on plafonne à 35-40% de taux de grossesse par tentative. L'essentiel des progrès qui sont faits actuellement sont de la part des biologistes de la reproduction avec tout un tas de nouveaux appareils. On a maintenant carrément des couveuses à embryons, c'est-à-dire qu'on met les embryons dans une étuve, on les filme minute par minute et on ne les sort jamais avant de réaliser le transfert embryonnaire que vous avez vu là, dans le petit reportage que vous avez exposé. Oui. Alors faire appel à une PMA, c'est vrai que c'est beaucoup d'espoir pour les couples qui veulent avoir un enfant. C'est aussi beaucoup de stress, parce qu'on l'a compris, le résultat n'est jamais certain. Comment est-ce qu'on gère ça? D'abord, on gère ça avec attention, nous médecins. On gère ça aussi avec nos équipes médicales, hein, parce que nous avons des sages-femmes, des psychologues qui sont là dans le service pour s'entretenir avec les couples, en sachant que l'entretien psychologique n'est jamais imposé. Il est soit demandé spontanément par le couple, soit éventuellement c'est nous qui allons le proposer lorsqu'on voit que les tentatives se succèdent. Il y a 2 cas particuliers où là il est imposé par la loi française, c'est le don d'ovocytes, le don de spermatozoïdes et éventuellement l'accueil embryonnaire. Là, l'entretien psychologique préalable à toute prise en charge. Oui, quoi qu'il arrive, vous conseillez-vous d'être accompagné?
Quoi qu'il arrive, je conseille d'être accompagné. Ça dépend par qui. Oui, évidemment. On sait que quand on en discute entre nous, et c'est arrivé en préparant cette émission, les femmes qui sont autour de nous, qui entendent parler de la difficulté à avoir un enfant, nous disent que souvent, apparemment, elle est due à la pression de l'environnement et le fait, par exemple, d'adopter un enfant fait que très peu de temps après, la femme tombe enceinte. Ah oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, Oui. ça? Ah oui. Mais parce Donc que il y a un effet psychologique. La stérilité n'existe pas. C'est-à-dire que la stérilité définitive existe s'il n'y a plus de trompe ou plus de spermatozoïdes. Ouais. Mais les couples ont toujours des chances de grossesse spontanée au fur et à mesure que les cycles passent. Oui, mais est-ce qu'on peut expliquer que ça se déclenche pile poil quand, quand il y a une autre solution? Si vous avez un taux de grossesse de 0,5% par cycle, vous attendez 4 ans pour voir un médecin, vous attendez 4 ans pour malheureusement faire des fécondations in vitro qui ne marchent pas, vous attendez encore 4 ans un enfant si vous passez par l'adoption, et puis arrive très souvent l'enfant adopté et la grossesse spontanée. Ça, c'est quelque chose de classique. Bah oui, c'est classique. Donc ça veut dire que ça ne peut pas forcément se régler avec un psy, quand vous avez des couples qui n'arrivent pas à faire un enfant, je veux dire pour des raisons mécaniques. Oui, non à la question. Rarement. Rarement. On avait encore une question. Une question concernant le droit. C'est vrai que si on n'est pacsé, c'est pas le cas de. Enfin, c'est le cas de quasiment maintenant un couple hétérosexuel sur 2. On peut prétendre à une PMA parce que c'est la question de nos téléspectateurs. La définition pour avoir accès à la PMA en France, c'est d'être vivant, être un couple, homme-femme, c'est-à-dire que le couple est défini. Et dont le caractère pathologique de l'infertilité a été prouvé, ou le risque de transmettre une pathologie maligne, une pathologie suffisamment grave à l'enfant. Voilà, pardon, c'était pas une question à la téléspectatrice, c'était abordé justement dans le sujet qui précédait, pour être plus exact. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, professeur Salle, de toutes ces explications. Je retiens qu'après 40 ans, c'est tragique. Mais tu les as pas encore. Nous allons poursuivre cette émission. Merci à vous. Merci beaucoup, Charlotte.